Quelques constatations d'abord. Je tiens à signaler qu'il y a eu une première aujourd'hui qu'à peu près personne d'entre vous n'avait vue. C'est la première fois que les Autochtones sont invités à un débat sur des questions linguistiques au Québec. Ils ne sont jamais sortis du préambule de la Charte de la langue française où ils apparaissent. C'est la première fois qu'on les invite à en discuter et je dirais que politiquement, c'est un geste fort mais discret. Il n'est pas certain, il y a quelques années, que l'État aurait aimé ça. Mais je pense qu'on est à ce point. Je reviendrai tout à l'heure sur quelques-unes des phrases qui ont pu se dire là. Évidemment, elles me sont rapportées parce que je n'ai pas pu assister à deux choses à la fois. Je parle d'abord de la question de la maîtrise de la langue rapidement. C'est essentiel. Je vous rappellerai... Bon, je ne ferai pas mon tour de vie. Il y a eu l'an passé un rapport déposé au ministère de l'Éducation sur l'amélioration de la qualité de la langue dans l'enseignement primaire et secondaire au Québec, qu'on appelait vulgairement un rapport Wallon par la suite parce que le titre était trop long. Je l'avais écrit, avec un groupe évidemment. C'est pour dire à quel point je suis convaincu que la question de la maîtrise de la langue est essentielle. Je n'ai pas parlé de qualité, pour une raison bien simple. Qualité, pour moi, ça réfère à quelque chose qui est plus beau. C'est quoi plus beau? C'est le français de France? Je ne suis pas sûr. Pour moi, non. Donc, je préfère maîtrise de la langue. Ça veut dire connaissance du code et connaissance de tout ce qui va avec. Ce que j'aimerais qu'il se fasse cependant, et on en a parlé beaucoup, c'est qu'il y ait décrispation du débat autour de cette question d'usage de la langue. Une anecdote, il y en a eu plusieurs aujourd'hui. Je suis né dans le fin fond de la Gaspésie, à Saint-André-de-Ristigouche, en haut de Matapédia sur les buttes. Ça n'apparaît pas sur toutes les cartes. J'ai fait mon primaire à Amkoui, village que connaît bien Françoise Guenette. Quand je suis arrivé à l'Université Laval, en 1963, j'ai suivi un cours de littérature où j'avais un collègue de Rimouski qui venait de la Basse-Côte-Nord et qui a posé une question au professeur qui lui a dit, et le prof venait de Rimouski, « Monsieur, avec un accent tel que le vôtre, je ne sais pas ce que vous faites ici. » La personne est disparue de l'université et je me suis tué jusqu'à ma maîtrise. Je n'ai jamais dit un mot, parce que j'en avais un accent moi aussi. C'est ça que ça veut dire, la crispation. C'est couper le droit de parole à quelqu'un qui ne maîtrise pas la même langue que soi. Et je suis très émotif devant ça. Je suis posé être froid, je suis un fonctionnaire. Je reviens sur quelque chose. Évidemment, je pense que Françoise a fait le résumé, donc ça me laisse certains points que... Oui, je vais faire une synthèse de synthèse. La question du contrat moral, je reviens sur l'expression parce qu'on l'utilise, mais sans que j'y fasse, que je lui accorde une extrême importance. C'est un résumé en quelques mots de ce qu'on a présenté à la commission Bouchard-Taylor. L'État a la responsabilité d'enseigner le français à ceux qui arrivent et qui ne le connaissent pas, et d'intégrer à la société ceux qui arrivent ici, qui maîtrisent le français et qui sont la majorité. Ça veut dire leur dire qui nous sommes, comment se déprendre de cette société-là qui n'est pas si simple qu'elle le paraît. Il s'agit d'aller à Paris pour essayer de se débrouiller dans un autre pays où on parle la même langue. Et, suite à ce qu'on demande à l'immigrant, la contrepartie, c'est que l'État, la société, doit lui offrir un travail où il puisse mettre à profit le français et les compétences qu'on lui a enseignées. Et là-dessus, c'est clair qu'il y a un problème. Je pense qu'on en a suffisamment entendu parler aujourd'hui, des gens qui parlent français et qui ne peuvent se trouver un travail pour toutes sortes de prétextes. Il y a des choses à faire. Donc, ça a déjà été pire. Il ne faut pas regarder le passé. Je me dis maintenant, il faut travailler pour que les choses s'améliorent. Ça a été signalé de diverses façons aujourd'hui, c'est majeur. L'intégration dans les réseaux sociaux, le réseau socio-économique, le droit de gagner sa vie, le droit de participer à des activités sociales, et je dirais le droit de participer à des activités sociales avec des Québécois, ce sont des droits qui, à la limite, amènent à se comprendre et à finir par vivre ensemble. C'est un projet de société, là. Je ne me fais pas d'illusions. On m'a déjà accusé d'être jovialiste. Non, je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste, autrement je n'occuperais pas le poste que j'occupe. Je n'ai pas de temps à perdre, j'étais à la retraite, j'en suis sorti, c'est parce que je pensais quelque chose à faire. Bon. Donc, ce contrat moral-là, cette simple obligation de donner à des gens à qui on impose une langue par la loi,
et la contrepartie, lui donner du travail et lui permettre d'avoir accès aux mêmes avantages que nous, à mon avis, ça résume une bonne partie des préoccupations qu'on a eues. Ce qu'on a pu noter aujourd'hui, je dirais, essentiellement, c'est une différence de perception de la réalité qui est corrélée assez fortement à la différence générationnelle. Je crois que le monde qui existe maintenant ne correspond pas tout à fait à ce qu'on avait prévu qu'il soit en 1970. Et pour les gens de la génération, ça peut être un peu désarçonnant. Cependant, j'ai toujours cru que l'avenir appartenait à ceux qui avaient 30 ans et l'avenir m'appartient moi à moi. L'avenir de ma société appartient à tout le monde, mais ceux qui ont 30 ans ont une responsabilité particulière. Ce n'est pas une responsabilité, c'est tout simplement comme ça. Et le Conseil a mené une série d'activités, dont des rencontres de groupes communautaires, dont des rencontres d'organismes d'intégration d'immigrants à Montréal, dont des consultations de la CSDM pour la mise au point de la politique linguistique dont on a parlé ce matin, qui, soit dit en passant, est incluse dans une politique culturelle qui répond à peu près en tout point à ce que le Conseil demandait dans son avis du juin dernier. On les avait consultés avant l'avis. Donc, la CSDM, si elle réussit à faire ça, c'est quelque chose de majeur et qui correspond à ce que j'attends de l'école. Et ça, je tiens à le souligner parce que, bon, évidemment, ce n'est pas encore en action partout, mais c'est quelque chose d'intéressant. J'ai aimé quelque chose de particulier ce matin quand on a dit, on a maintenant établi les principes, c'est-à-dire les lois. Maintenant, il faut voir de quelle façon on applique ça dans la vraie vie. Et je pense qu'on en est rendu là. Le dossier linguistique est devenu un dossier d'État. C'était un dossier de parti auparavant. C'est maintenant, il n'y a plus personne qui conteste dans les partis politiques l'existence de la loi 101. On peut se chicaner sur les moyens. Je vous dirais que le Conseil n'a pas été plus épargné par le Parti québécois lorsqu'il était au pouvoir. Bon, donc ça n'a pas toujours quelque chose à voir avec le parti qui est là. Cependant, c'est un dossier d'État, c'est une responsabilité d'État, la question de la langue, et on est rendu au point où il faut mettre en place les conditions pour que ça s'applique. C'est-à-dire, dans l'accueil des immigrants, que fait-on de façon concrète maintenant? Il faut finir par arrêter de placoter puis travailler. Dans l'insertion dans les réseaux, dans la vie scolaire, dans la francisation du monde du travail. Et je pense que toutes les discussions ne mènent pas à grand-chose. L'essentiel est là, c'est ciblé depuis longtemps. Vous allez dire pourquoi vous nous avez réunis en fin de semaine. Pour une bonne raison, c'était pour nous l'occasion de vérifier certaines des perceptions qu'on avait. Elles se sont vérifiées. Je ne vous insulterai pas en vous disant que je n'ai pas appris grand-chose. Cependant, ça nous a permis de valider des hypothèses qu'on avait. Parce que le but que nous avions, c'est de mettre en place un projet qui va durer un petit peu plus d'1 an, qui est de quelle façon peut-on promouvoir une société qui vit en français au Québec dans un monde qui est ouvert aux autres langues et aux autres cultures. Et c'est ça le défi. Donc, la façon dont les gens qui sont arrivés après la loi 101 vivent le monde actuel, comment peut-on faire pour que ces gens-là continuent à faire progresser une société française en Amérique, mais en demeurant ouverte sur le monde, il n'y a personne qui réussira à les contraindre. Pas plus que nous, on nous a contraints dans nos années. Donc, c'est ce que je retiens, je dirais. En gros, je reviens sur la question autochtone. Il y a eu quelques phrases là qui sont des constats de situation et qui nous amènent à dire qu'il valait la peine de faire un premier pas. On a dit, par exemple, ceci, les Autochtones et leur langue ne font pas partie du projet canadien, pas plus qu'ils ne font partie du projet québécois. Nous sommes oubliés dans notre projet de société. Et c'est vrai. C'est la première fois qu'on les réunit. Et je vous dirais que l'automne dernier, c'était la première fois qu'un gouvernement réunissait des hommes d'affaires pour leur parler de langue. Ça s'était jamais fait, curieusement, en 30 ans. C'est bizarre. Bon. Les Autochtones souhaitent aussi que les Québécois comprennent leurs aspirations quant à leur langue et à leur culture, parce que, d'après eux, les aspirations convergent, ce sont les mêmes aspirations. Ils aimeraient qu'on les comprenne un peu plus. Donc, ce seraient des alliés objectifs. Et je termine par un commentaire de quelqu'un qui était dans la salle et qui n'était pas un autochtone, et qui a dit ceci. À chaque fois qu'une langue autochtone disparaît, c'est une partie de nous qui disparaît. Ils font partie intégrante de ce qu'est le Québec.
Donc, terminé le résumé pour ce qui touche les Autochtones. Maintenant, je passe à des choses d'un autre ordre. Un livre bilan